Alors, soit, j'espère que l'audience va être très intéressée par sa mission parce que c'était une collaboration entre la France et les États-Unis. D'un point de vue personnel, moi, j'étais très très content de collaborer avec nos partenaires du CNES et de Thales Alenia Space, où on a résidé pendant plusieurs mois d'ailleurs, presque un an d'ailleurs. Donc, c'était une mission très très intéressante d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue scientifique. L'objectif de cette mission, c'était de faire des mesures de la hauteur de l'eau, l'océan, mais aussi des eaux fraîches, donc sur la Terre, donc les rivières, les lacs, etc. Et très importante, par exemple, cette jeune génération qui viennent de cités, qui pensent que justement, ils n'ont pas les opportunités de pouvoir devenir ingénieurs ou autre. C'est pas totalement vrai. Mais la raison pour laquelle ils pensent cela, c'est parce que lorsqu'ils allument la télé, qu'ils regardent la télé, les ingénieurs qu'ils entendent parler ne leur ressemblent pas. Ils n'ont Ouais, pas c'est des ça, noms ouais. similaires, ils ne leur ressemblent pas. Donc, aux États-Unis, ils sont très méticuleux. Ils font en sorte d'avoir cette représentation. Donc, si vous regardez les gens qui parlent de nos missions de la NASA, il y a énormément de personnes qui viennent des minorités, que ce soit hommes, femmes, latinos ou Moyen-Orient ou autre. C'est une très très bonne représentation. Alors, je me présente, Nasser Chahat, je suis ingénieur au Jet Propulsion Laboratory à la NASA. Le JPL, c'est l'un des centres de la NASA spécialisé dans la robotique. Toutes les missions extraordinaires dont vous avez entendu parler de la part de la NASA, on a forcément énormément contribué, principalement les missions vers Mars, mais aussi beaucoup de missions interplanétaires, voyageurs. L'une des plus grandes missions spatiales qui est maintenant en dehors du système solaire. Donc voilà. Alors moi personnellement, je suis français, donc soyez pas surpris si je parle plutôt bien français, même si je perds un peu mon français, parce que je parle principalement en anglais maintenant. Donc j'ai grandi, je suis né et grandi en France. J'ai grandi dans le sud de la France, entre Bordeaux et Toulouse, à Agen. Donc j'ai fait mes études à Rennes, j'ai fait une école d'ingénieur, l'ESIR, l'école supérieure d'ingénieurs de Rennes, au sein de l'université de Rennes. J'ai fait un double diplôme, l'école d'ingénieur plus un master recherche parce que je voulais faire un doctorat à la suite de mon école d'ingénieur. Ce que j'ai fait, donc j'ai poursuivi avec un doctorat. Et à la fin de mon doctorat, j'ai décidé de me lancer dans une aventure. C'était un post-doctorat au sein du JPL, après avoir entendu parler de l'atterrissage sur Mars. Voilà. Donc, maintenant, je suis ici. Ça va faire plus de 10 ans. Très bien. Alors, quel a été ton parcours professionnel? Alors, comme j'ai dit, j'ai commencé avec un post-doctorat au sein du JPL pendant un an. À la fin de cette aventure, on m'a proposé de rester au sein du JPL. Donc, j'ai joint le groupe Antenne au sein du JPL où j'ai bossé sur beaucoup de missions. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a eu à ce moment-là où j'ai joint le JPL beaucoup de demandes en termes de missions qui sont complètement différentes, donc qu'on n'avait jamais fait auparavant, qui ont demandé de développer des nouvelles technologies antennes. J'ai eu la chance d'avoir cette opportunité de développer de nouvelles technologies, ce qui n'est pas évident dans le domaine du spatial, parce que on a beaucoup peur du risque dans le domaine spatial, donc on reste avec des technologies qui sont connues et démontrées. Voilà. Alors, peux-tu nous décrire trois grands projets auxquels tu as participé et tu participes actuellement? Plus spécifiquement, sur le rover Perseverance, le satellite d'observation SWOT et le fameux CubeSat Marco. Ok. Oui, alors je suis content que vous ayez choisi ces trois missions parce que ce sont des missions qui sont très proches de mon cœur. Donc on va commencer par la première d'un point de vue chronologique. Donc c'est Marco, Mars Cube One. C'est le premier CubeSat interplanétaire, c'est-à-dire qui est s'aventurer au-delà de l'orbite
de l'orbite basse de la Terre. Et l'objectif de Marco, c'était de s'aventurer proche de Mars pour pouvoir envoyer les données de télémétrie pendant l'atterrissage du lander qui s'appelle InSight. Alors, c'était une prouesse technologique très très difficile parce que c'est la première fois qu'on a envoyé un satellite qui est de la taille d'une boîte à chaussures. Donc c'est 10 par 20 par 30 centimètres. Donc il y a eu beaucoup de développement de nouvelles technologies qui ont été indispensables pour pouvoir réaliser cette prouesse technologique. L'une d'entre elles, c'était l'antenne déployante qui nous permettait de retransmettre toutes les données en bande X depuis Mars. Donc on n'est pas rentré en orbite de Mars avec ce CubeSat, on est seulement passé au-dessus de Mars pour pendant l'atterrissage d'InSight pour relayer toutes ces données. Et une fois qu'on a accompli cette tâche, c'était la fin de cette mission. Donc voilà, c'était une sacrée mission très 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 difficile, mais on a réussi. Donc c'était une très très belle aventure. Donc c'était ma première aventure avec Mars. Donc la deuxième aventure avec Mars, comme tu l'as souligné, c'était la mission Ingenuity, c'est l'hélicoptère en tandem avec Perseverance, le rover. Encore une fois, ça a été une prouesse technologique. Donc, c'était une technologie, une démonstration technologique. Donc là, le but, c'était de démontrer qu'on était capable de voler sur une autre planète. En l'occurrence, Mars, qui est l'une des plus difficiles au niveau du système solaire. Pourquoi? Parce que la densité de l'air, en comparaison avec celle de la Terre, est seulement 1% de celle de la Terre. Donc, pour pouvoir s'envoler au-dessus, dans l'atmosphère martienne, c'est très complexe. Donc, on doit faire en sorte que notre hélicoptère est léger, beaucoup plus léger. On avait des palmes qui sont beaucoup plus grandes relativement parlant en comparaison avec la taille de l'hélicoptère en soi. Les palmes, donc, elles font à peu près la taille de mes bras. C'est à peu près la même chose. Elles sont extrêmement légères. Je me souviens la première fois où je les ai eues dans mes mains, je pouvais seulement sentir le froid des palmes, mais pas réellement la masse des palmes. Donc, c'est pour vous dire à quel point elles sont légères. Et ça a été la raison pour laquelle on a réussi aussi à voler sur Mars. C'est très complexe parce que du coup, ça nous a poussé à tout faire différemment parce qu'on avait des contraintes de masse très critiques. Donc pour le sous-système de télécom sur lequel j'ai travaillé, on était limité à 12 grammes. Et ça inclut l'antenne, les câbles et la radio. Donc on a utilisé des technologies pour la radio, on a utilisé des technologies commerciales existantes, Zigbee, que l'on a complètement modifié pour pouvoir survivre Température extrême. les conditions martiennes, mais aussi de deep space, donc parce qu'on a eu l'atterrissage également. Donc il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites pour cela. L'objectif, c'était de s'envoler, de démontrer que l'on pouvait voler 5 fois. Donc ça, c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Et pour être honnête, même 5 vols, c'était quelque chose que l'on n'espérait pas forcément. Et maintenant, ça va faire plus de 2 ans qu'on est sur la surface de Mars. Ça va faire plus de 52 vols. Et là, on est en préparation pour le vol 53. Ça a été ça a été une très très belle success story. Ouais, comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'ai très très heureux de faire partie de cette équipe qui, encore une fois, c'était une mission où on avait on a dû pousser très fortement parce qu'il y avait beaucoup de scepticisme. On n'avait pas beaucoup d'alliés.
Dans un premier temps, la NASA avait rejeté notre proposition d'inclure l'hélicoptère au sein de la mission de Mars 2020. Et c'est par la suite, lorsqu'on a eu un nouveau administrateur de la NASA qui a annoncé que l'hélicoptère allait faire partie de cette mission. Donc, bien entendu, après avoir travaillé sur cette mission pendant plus de 4 ans, peut-être 5 ans même, sans savoir si oui ou non on allait aller vers Mars. Ah ouais, Lorsqu'on a eu cet annoncement, ça a été un moment, ça a été aussi excitant que lors du premier vol, pour être honnête. une grande libération parce que j'ai appris aussi que au dernier moment, l'hélicoptère pouvait être à quelques mois, pouvait être retiré du projet en fait. Alors, Tout à fait. les personnes extérieures euh, étaient là un petit peu observateurs et observatrices du spectacle magnifique, mais ils n'avaient pas forcément des échos de tout ce qui s'était passé en amont et sur le terrain, comme tu l'as parfaitement souligné. Alors, Ouais. Et la euh, dernière mission? Tu voilà, veux parler de la dernière? exactement. Ok. Le SWAT, satellite SWAT. Alors, soit j'espère que l'audience va être très intéressée par sa mission parce que c'était une collaboration entre la France et les États-Unis. D'un point de vue personnel, moi, j'étais très, très content de collaborer avec nos partenaires du CNES et de Thales Alenia Space, où on a résidé pendant plusieurs mois d'ailleurs, presque un an d'ailleurs. Donc, c'était une mission très, très intéressante d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue scientifique. Donc, l'objectif scientifique de la mission SWAT, c'est d'améliorer les modèles. Donc, ça nous permettra d'avoir des mesures d'eau sur l'ensemble du globe pour la première fois, que ce soit la mesure de la hauteur d'eau sur les océans, mais aussi sur les lacs et les rivières sur la Terre. Ce sera le premier satellite qui nous permettra d'avoir ces mesures d'eau fraîche. Et donc, ça nous permettra d'améliorer nos modèles de prédiction climatique, mais aussi de donner des informations cruciales d'un point de vue local et national pour essayer de prévenir des événements climatiques tels que les inondations ou la sécheresse. Donc, c'est là où SWAT sera crucial, et aussi pour le réchauffement climatique. Donc, on sait que la plupart de la chaleur, elle est absorbée par les océans. Donc, les mesures de SWAT nous permettra justement d'avoir ces informations-là, de comprendre. On ne fait pas directement des mesures de température, mais le mouvement de l'eau, on peut développer ces modèles qui nous permettra de savoir comment la température de l'eau change en fonction du temps. Et donc, il y a une quantité non négligeable d'informations sur ces réalités-là, présence d'eau, hauteur et une qualité non négligeable par rapport aux satellites précédents qui ont été Oui, envoyés alors précédemment. ouais, alors il y a des images qui sont très intéressantes que vous pouvez trouver sur Internet où on compare les données qui ont été collectées par 10 satellites d'altimétrie en comparaison avec les premières mesures de SWAT. Et vous pouvez voir que la résolution est 10 fois plus élevée grâce à SWAT. Donc imaginez un petit peu ce que cela représente pour nos scientifiques qui pourront améliorer leur modèle significativement. As-tu une rencontre particulière durant ton parcours d'étudiant et ou professionnel qui t'a influencé pour t'orienter sur une carrière d'excellence au sein du JPL? Très très bonne question. C'est une question qui revient régulièrement. Alors, en tant qu'étudiant, j'ai eu une rencontre. C'était mon professeur dans le domaine de radiofréquence et antenne, euh, qui était très enthousiaste, toujours très très enthousiaste à l'université de Rennes, hein, à l'ESIR. Et du coup, ça a attisé ma curiosité et je lui ai demandé si je pouvais faire un stage. C'était mon premier stage d'études en tant que étudiant ingénieur. C'est là où j'ai commencé à développer cette passion pour la radiofréquence et les antennes.
Donc du coup, j'ai poursuivi en ma dernière année d'école d'ingénieur où en France on a un stage de 6 mois. Ce qui est une très très bonne chose d'ailleurs, c'est probablement là où j'ai appris le plus. Moi, j'ai décidé de partir à l'étranger et je me suis aventuré au Japon, à l'université de Chiba, où j'ai travaillé avec un professeur dans ce domaine-là, du domaine de l'électromagnétique. Encore une fois, c'est quelqu'un qui avait une renommée internationale, qui m'a beaucoup appris. J'ai accumulé beaucoup de connaissances que j'ai appliquées dans ma thèse. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait une proposition de thèse au sein de mon université qui était en continuation avec ce que j'avais fait pendant mon stage. Et c'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu. Donc j'avais déjà 6 mois d'expérience qui m'ont permis d'être beaucoup plus productif pendant ma thèse. Ensuite, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai eu une rencontre qui m'a profondément changé d'un point de vue personnel et professionnel. C'était le docteur Firouz Naderi, qui était l'un des docteurs, pardon, qui était l'un des directeurs ici au JPL, donc qui était devenu mon mentor, qui m'a donné beaucoup de conseils pendant les 10 dernières années où j'ai travaillé ici au JPL. C'est quelqu'un qui a profondément impacté la NASA et le JPL. Donc après qu'on a eu euh, deux échecs euh, consécutifs d'atterrissage sur Mars, on lui a demandé de restructurer le programme de martien. Et donc, il a restructuré complètement son équipe, cette équipe. À la suite de ça, on a eu que des succès. Moi, c'est quelqu'un que, bien entendu, j'avais beaucoup de respect pour lui et j'ai eu la chance de travailler avec lui directement, recevoir des conseils directement de sa part. Malheureusement, il est décédé très récemment. Donc, bien entendu, pour la communauté de la NASA et du JPL, ça a été une perte profonde. Mais il a laissé derrière lui un héritage qui va nous impacter pendant plusieurs décennies c'est un sentiment qui est partagé au sein de la NASA et au sein du JPL. Voilà. Donc pour moi, c'est probablement la personne qui m'a le plus impacté au long de ma carrière. Donc je vais essayer de continuer cette legacy, je sais pas comment on dit en français, Cette voie, son héritage. ouais, Son son héritage, héritage, ouais, ouais. ouais. Hmm. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec lui et recevoir des conseils directement d'une personne comme lui. Voilà. Très bien. Alors, l'un de tes domaines d'expertise, comme tu l'as souligné, concerne les antennes de communication qui sont essentielles pour tous les objets que nous utilisons sur Terre, en mer et que nous envoyons dans l'atmosphère et dans l'espace. On les retrouve aussi sur différents engins spatiaux comme les rovers, les satellites et les CubeSats, petits CubeSats, les 3U, les 6U, les différentes catégories. Quelles sont les étapes, les points à considérer lorsque ton équipe et toi, vous commencez un nouveau projet et que vous devez développer des antennes? Exemple, sur un rover pour la planète Mars, un projet lunaire ou un CubeSat en direction de la Lune et de Mars. Ok, on peut prendre un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Par exemple, Marco, donc le CubeSat dont on avait parlé, qui s'est aventuré vers Mars. Donc la première étape, c'est de comprendre l'objectif. Sur l'objectif, c'était de transmettre les données pendant l'atterrissage du lander InSight. On reçoit les données de la part du lander à un débit de 8 kilobits par seconde. Le CubeSat n'est pas capable de enregistrer, de renvoyer ça par la suite. Mais d'ailleurs, on préférait retransmettre les données en temps réel. L'objectif, c'était de retransmettre avec le même débit. Donc, 8 kilobits par seconde. À partir de là, on analyse quel est le niveau de puissance que l'on a pour transmettre ces données.
Donc, on était autour de 4 watts. Puisque l'on connaît le débit et la puissance, on en découle à partir de la distance entre Mars et la Terre, on en découle la taille de l'antenne qui est nécessaire pour pouvoir transmettre ces données-là à ce débit de communication. Et donc, on en a retiré très rapidement qu'il nous fallait une antenne qui était la taille, 3 fois la taille du CubeSat lui-même. Donc, on avait besoin d'une antenne déployante. Ensuite, on nous a dit, puisque l'on s'aventure vers Mars, on n'a aucun volume disponible à l'intérieur de ce CubeSat. Tout est occupé. Donc, on devait trouver une manière de déployer une antenne qui sera 3 fois la taille de ce CubeSat, sans occuper aucun volume au sein du CubeSat. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé une technologie que l'on appelle des reflector arrays, qui est une technologie d'antenne qui est complètement plate, mais qui se comporte comme une antenne parabolique. Donc voilà, c'est les étapes pour arriver vers une solution. Alors, tu as participé à l'écriture d'un livre, notamment sur le CubeSat, sur les CubeSats, sur la réalisation, la construction des CubeSats, et qui est une référence dans le domaine du spatial et à l'international. Peux-tu nous en dire quelques mots simplement sur ta participation et ce livre-là? Oui, alors j'ai commencé à écrire ce livre, je pense, il y a plus de 6 ans. Donc ça a été un investissement de temps et de beaucoup de patience, sur lesquels on a écrit, je crois, un total de 10 chapitres. Chacun des chapitres comporte le développement d'une antenne pour une mission très spécifique. Alors moi, quand j'ai joint le JPL, c'était l'une de mes demandes. Je voulais pouvoir partager avec le reste du monde toutes les technologies que je développe. Donc le JPL était beaucoup il y a eu aucun problème, aucune objection. C'était plutôt le contraire d'ailleurs. Donc du coup, j'ai écrit beaucoup de papiers. J'ai aussi également écrit ce livre qui a été publié par Wiley, et qui depuis a été utilisé par une référence par tous les ingénieurs dans le domaine des antennes. Alors moi, je aussi dédie beaucoup de mon temps pour faire des présentations, des conférences partout dans le monde. Là récemment, j'étais en Inde, donc j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'étudiants. Et bien entendu, lorsque les étudiants viennent me voir et soit viennent avec une copie du livre et me demandent un autographe, ou me disent j'ai lu ton livre, j'ai des questions sur ces chapitres, ça me réchauffe le cœur parce que du coup tout ce temps qui a été passé à écrire ce livre pour partager ces connaissances ont porté leurs fruits. On voit la plus-value concrètement dans le cadre que tu viens nous énoncer, en sachant, entre parenthèses, que l'Inde fait partie des leaders à l'international, puisque beaucoup de lanceurs sont envoyés avec plus d'une soixantaine de CubeSats, ce qui n'est Ouais. pas négligeable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un écho de la réalité d'une expertise absolument impressionnante, présente en Inde dans le monde scientifique, quoi, en fait. Ouais. L'Inde ont une agence spatiale qui est extrêmement productive. Extrêmement. C'est assez Mhm. impressionnant le nombre de satellites sur lesquels ils travaillent et le nombre de satellites qu'ils lancent chaque année. Mais ils ont eu une ressource d'ingénieurs qui est très impressionnante, très impressionnante en comparaison d'autres pays. L'une des raisons, c'est parce qu'ils aussi être un ingénieur ou docteur ou scientifique, en règle générale, c'est quelque chose qui valorise énormément dans ce pays. Mhm. Voilà, donc Là, c'est l'une des on raisons a pour l'impact. lesquelles. Ouais, ouais, on a Voilà. l'impact directement dans les grands Ouais. projets, quoi, sur la considération. C'est clair. Alors, un autre aspect assez important du fait de ta très riche expérience professionnelle, comment considères-tu les formations d'écoles d'ingénieurs et la qualité des écoles doctorales
française, en comparaison aux différents parcours des scientifiques que tu côtoies quotidiennement et qui occupent de très hautes responsabilités. Je vais donner un élément qui me semble intéressant et important, c'est qu'en France, on a une considération assez euh, importante des gens qui sont issus des écoles d'ingénieurs et qui vont rentrer sur le marché du travail d'une manière plus conséquente, impressionnante. Alors que le docteur est moins considéré dans le domaine du marché, entre guillemets, dans le domaine de l'emploi, alors que paradoxalement, c'est des mines incontestables de connaissances. C'est des encyclopédies vivantes. Alors que quand on va aux États-Unis, le docteur est considéré à un excellent niveau. C'est celui qu'il faut embaucher parce qu'il permettra un développement impressionnant de la société. Je parle en images, mais c'est un peu ça qui est plutôt présent. Toi, comment tu te situes et comment considères-tu ces deux aspects, quoi? Tu touches probablement au plus grand problème en France actuellement. Ah, C'est quelque chose que je partage régulièrement lorsque je voyage en France et que je parle à des professeurs ou à des personnes très haut placées au sein d'institutions telles que Thales ou même le CNES. En effet, aux États-Unis et d'ailleurs presque partout dans le monde, même en Europe, les doctorats sont extrêmement valorisés. ouais. C'est quelque chose qui recherche, c'est quelque chose qui privilégie, et ce n'est pas le cas en France. Donc en France, on privilégie les écoles d'ingénieurs et on aussi dissuade les personnes qui viennent d'écoles d'ingénieurs de continuer et de faire des doctorats. Euh, alors, parlons de pourquoi c'est quelque chose qui est valorisé aux États-Unis. C'est très simple. Lorsque tu fais un doctorat, et moi j'ai eu la chance de faire un doctorat et j'ai absolument aucun regret, tu apprends à apprendre. Et c'est quelque chose que tu n'as pas l'opportunité de faire lorsque tu es en école d'ingénieur. En école d'ingénieur, on t'apprend à suivre Les des directives. étapes, des directives pour pouvoir travailler sur des problèmes. Lorsque tu fais un doctorat, on te donne un problème qui n'a pas de solution et on te demande de résoudre ces solutions. Il y a une impression que en France, les doctorats suivent des directions qui sont données par un professeur et peut-être que c'est la raison pour laquelle on pense que il n'y a pas de valeur dans un doctorat. C'est absolument pas le cas. Euh, donc moi, on m'a donné mon directeur de thèse m'a donné un problème. Il m'a dit bon ben voilà, c'est ton problème. Tu as 3 ans pour le résoudre. Si t'arrives à le résoudre plus rapidement, tu peux travailler sur n'importe quel problème qui te vient par la tête. J'ai résolu mon problème en 3 mois parce que justement j'avais cette expérience du Japon pendant 6 mois et c'était en relation. Et ensuite il m'a dit bon ben maintenant que tu as résolu le problème pour lequel tu as été payé, tu peux travailler sur n'importe quel problème que tu trouves. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant le reste de ma durée pendant ma thèse. Et donc ça m'a appris à apprendre à trouver des solutions à des problèmes très complexes. Et ce que je fais au JPL, c'est justement la description de mon travail. On me donne des problèmes et je dois les résoudre. Parfois, j'ai quelques mois, parfois, j'ai quelques années pour le faire. Et je développe des technologies qui vont nous permettre de développer nos futures missions. Et c'est ce que l'on fait continuellement. Et donc, c'est pour ça que les doctorats sont très valorisés aux États-Unis, parce qu'on a cette aptitude de réussir à solutionner des problèmes qui n'ont pas été résolus jusque-là. Et puis, il y a aussi une autre réalité, c'est que les grosses entreprises financent énormément les écoles d'ingénieurs. C'est la raison pour laquelle, comme il y a beaucoup de financement pour la préparation des étudiants en école d'ingénieurs, que ce soit les grandes écoles ou les petites ou moyennes, eh ben, dès qu'ils sortent, automatiquement, on a investi énormément d'argent dans telle et telle école, donc il faut les mettre sur le marché rapidement. Et ça, c'est un aspect aussi qu'il faut considérer, puisque l'excellence de l'éducation est dépendante d'une réalité, le nerf de la guerre, qui est les moyens financiers les moyens présents financiers, quoi.
Que conseilles-tu aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et le spatial et l'astronomie en particulier? Alors, moi, le conseil que je donne aux enfants, hein, je pense que c'est ça ta question, c'est les enfants? Oui, les Ok. jeunes, oui. Oui, alors, je reprends. Donc, moi, le conseil que je donne aux enfants, c'est de toujours suivre leur passion. Très, très simple. Suis ta passion. Si tu travailles sur quelque chose qui te tient à cœur, tu vas réussir et tu seras très performant. Tu n'auras jamais le sentiment de travailler. Moi, lorsque je vais au travail, j'ai pas l'impression de travailler. Je vais au travail avec un grand sourire. Ce n'est pas une corvée. Donc, lorsque je vois les gens le lundi matin et qu'on me dit, ah, c'est lundi. Et je fais, ouais, c'est lundi, super. Une autre semaine, on va passer du bon temps. Donc, c'est toujours le conseil que je donne, c'est de choisir leur domaine de prédilection en fonction de leur passion. Si vous faites quelque chose qui vous passionne, vous allez avoir une vie euh, plein de succès et de beaucoup de succès. Pour finir, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour toi une nécessité au sein de notre société et pourquoi en fait? Alors, la communication autour de la science est bien entendu cruciale, comme tu l'as dit. C'est la responsabilité des associations, mais pas seulement. Ici aux États-Unis, j'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes qui travaillent, qui se dédient justement sur la promotion de ce qu'on appelle les STEM. Ce sont des personnes qui sont très jeunes, qui communiquent autour de tout ce qu'on fait sur le spatial ou autre. C'est quelque chose que l'on a beaucoup moins en France, c'est vrai. Ceci dit, l'intérêt est là en France, à chaque fois que je suis intervenu à la télévision, par exemple, pour parler des missions spatiales de la NASA, il y avait énormément d'engouement autour de ces missions, par exemple Mars Hélicoptère. Donc les gens veulent en parler. C'est notre responsabilité et celle de ces associations de faire en sorte que euh, ces personnes-là puissent communiquer et en parler. Vous savez, les gens comme moi qui travaillent sur ces missions, on demande que ça, parler de ces prouesses techniques, de ce qu'on a réalisé. Et voilà, donc c'est là le rôle de ces associations qui nous permettent de parler aux enfants, pas seulement aux enfants, aussi aux jeunes ingénieurs ou plus vieux également. Entendre parler de ces missions, de ces succès, ça inspire tout le monde et ça inspire les gens à essayer de faire des choses similaires, que ce soit dans le domaine spatial ou autre. En voyant l'atterrissage sur la Lune, euh, il y a plusieurs décennies, ça a inspiré beaucoup d'ingénieurs partout dans le monde de faire de nouvelles choses. Donc, c'est pas directement inspiré dans le même domaine. Donc, c'est là où justement notre responsabilité est de communiquer autour de tout ce qu'on réalise, l'aspect scientifique, l'aspect technologique. Voilà, donc le public veulent entendre parler de ces prouesses. Donc, tout le monde est inspiré par ces prouesses-là. Donc, c'est ça notre responsabilité. Et c'est d'avoir aussi une visibilité sur les véritables repères, les acteurs aujourd'hui, quoi, en fait. Ça, c'est important. Oui, donc ça, c'est aussi une chose sur laquelle les États-Unis portent beaucoup d'intérêt. Donc, essayer d'avoir de la représentation euh, est très importante. Par exemple, cette jeune génération qui viennent de cités, qui pensent que justement, ils n'ont pas les opportunités de pouvoir devenir ingénieur ou autre. C'est pas totalement vrai. Mais la raison pour laquelle ils pensent cela, c'est parce que lorsqu'ils allument la télé, qu'ils regardent la télé, les ingénieurs qu'ils entendent parler ne leur ressemblent pas. Ils n'ont Ouais, pas c'est des ça. noms Ouais. similaires, ils ne leur ressemblent pas. Donc, aux États-Unis, ils sont très méticuleux. Ils font en sorte d'avoir cette donc, si vous regardez les gens qui parlent de nos missions
de la NASA, il y a énormément de personnes qui viennent des minorités, que ce soit hommes, femmes, latinos ou Moyen-Orient ou autres. C'est une très très bonne représentation. Et ça, c'est la mise en valeur, en exergue d'une réussite sociale et humaine d'un pays. Parce que si on valorise pas la diversité au sens intellectuel du terme, ça veut dire qu'au sein de notre société, le cadre, il est bancal. Et Et, ça, et, et, c'est dommage, quoi. et, et une autre chose qui est très importante, c'est que la diversité est cruciale pour l'innovation. C'est clair. Donc, lorsque on parlait un petit peu de ça tout à l'heure, le fait que on- les gens les écoles où on embauche, ce sont souvent les mêmes en France. Aux Ouais. États-Unis, c'est pas le cas. Vous pouvez penser qu'au sein de la NASA, on n'a que des ingénieurs de la NASA ou de Stanford ou de Caltech, c'est pas le cas. Il y a une très très grande diversité au niveau des écoles et donc ça c'est l'un des points de vue. Donc les écoles c'est une chose, c'est une diversité. Mais ensuite il y a aussi l'histoire personnelle qui est aussi très importante. Donc d'où vous venez. Quelle est votre histoire personnelle? Quelle est votre ethnicité? Quelles sont vos religions? Tout ça, c'est des choses qui vous impactent personnellement, qui vous permettent d'amener une nouvelle approche pour résoudre des problèmes complexes. Et ça, c'est très, très, très bien compris aux États-Unis. Et c'est pour ça que lorsque l'on embauche des ingénieurs, on fait beaucoup attention à cette diversité.